Mesdames et messieurs, amis téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce numéro spécial Fiscalité et Développement. Vous voyez bien que je prends de manière exceptionnelle la présence d'émission pour pouvoir venir vers vous parce que nous parlerons de fiscalité et développement et de ces thèmes. On entend juste un nom, Jérôme Sekana, qui est à mes côtés. Jérôme, bonjour. Bonjour William. Merci donc de me prêter exceptionnellement le micro et surtout de conduire cette interview dans une émission spéciale, une émission où vous êtes aujourd'hui maître parce que vous connaissez bien fiscalité et développement. Merci. Le président de la République, dans sa dernière adresse, Jérôme, a eu une phrase que je retiens comme liminaire dans cette interview. Il a dit « Le Congo, notre pays, a vocation d'émergence. Nous sommes donc un pays appelé à nous développer, à émerger. Or, pour émerger, il faut travailler et personne ne peut se passer du travail. Le travail au niveau de l'État, c'est aussi la contribution de chaque citoyen, de chaque entreprise, de chaque organisation dans les trésors publics. Vous voyez bel et bien que nous avons besoin que chacun contribue à l'effort national de développement. C'est la fiscalité, c'est les impôts. Et aujourd'hui, l'occasion nous est donnée, depuis qu'il a été nommé à ce poste de directeur général de la direction des impôts, il n'a pas encore parlé, sinon très peu. Aujourd'hui, il a accepté d'être notre invité. Nous avons donc le plaisir de recevoir M. Sélé Yalagouli. Vous êtes directeur des impôts. C'est un poste clé dans l'architecture de notre État. Vous avez accepté de nous parler aujourd'hui parce que nous profitons de l'occasion. Nous avons entendu qu'il y a une grande campagne qui va s'ouvrir pour l'IBP, mais c'est aussi le lieu de s'arrêter un tout petit peu et de parler. Merci donc d'être là. Je vous en prie, merci. Donc avec Jérôme, qui va certainement intervenir à tout moment, vous nous permettez d'entrer des jeux, de vous poser d'abord la question, prendre un poste comme celui-là, dans un pays quand même l'un des plus pauvres du monde, où le niveau de contribution est assez faible. Ça a dû être une grande épreuve morale pour vous. Bon, merci Willy pour la question. Disons d'abord que le chef de l'État m'ayant fait confiance en me nommant donc à ce poste, si ma mémoire est bonne, le 14 novembre de l'année passée, c'est une marque de confiance qui ne pouvait être prise qu'avec beaucoup d'humilité, mais aussi avec beaucoup de sens de responsabilité, parce que vous venez de le dire, nous sommes en train de traverser une période extrêmement difficile pour le pays, d'un point de vue économique, voulais-je dire, pas seulement le Congo, mais disons tous les pays de la région, qui sont donc dépendants d'une économie extravertie qui sur le pétrole, qui sur le cuivre. Nous, c'est essentiellement les minerais. Et donc, pendant cette période, le rôle que doivent jouer les structures censées mobiliser les ressources pour les trésors publics est encore donc plus important. Donc, c'est avec beaucoup d'humilité, mais aussi beaucoup de sens de responsabilité que j'ai accepté de répondre à l'appel du chef de l'État. Vous arrivez effectivement à la DGI comme directeur général des impôts et voilà, vous commencez le premier jour à travailler. Évidemment, c'est une maison, une vieille maison, qui a des habitudes, qui a une tradition, qui a des souvenirs des performances, mais qui a aussi des souvenirs des contre-performances. C'est une maison quand même assez vieille, mémoire, une grande mémoire. Alors, quelles sont vos priorités? Directement quand vous arrivez, vous faites l'état des lieux, vous dites voilà, moi, je vais commencer comme ça. Vous commencez comment? Bon, écoutez, il faut préciser une chose, c'est que ce n'est pas vraiment nouveau pour moi, la Direction générale des impôts, de par mes fonctions antérieures. Parce que j'ai été directeur de cabinet de ministre des Finances à l'époque, pendant presque 2 ans et demi. Ensuite, je suis passé à la primature pendant presque 5 ans. Ça m'a mis en contact avec toutes les régies financières, mais essentiellement avec la Direction générale des impôts, qui commençait déjà à faire des performances à partir de l'année 2010, quand le ministre des Finances de l'époque, devenu Premier ministre après, avait mis en place ce qu'on a appelé le pacte de doublement des recettes, ce qui a permis à la Direction générale des impôts de pouvoir affirmer son leadership en termes de mobilisation des recettes. Alors, arriver dans une machine comme celle-là que je connaissais déjà, c'était tout à fait normal de pouvoir procéder d'abord par les états des lieux de toutes les directions opérationnelles et centrales. Et de ces états des lieux, il s'est dégagé 2 priorités essentielles. La première priorité, c'est de se tourner vers les ressources humaines. Pourquoi? Parce que, bon, l'impôt tel que mobilisé, disons, en termes de droit, mobilisé par la Direction générale des impôts, est fondé sur des textes de loi, y compris les procédures fiscales pour pouvoir les mobiliser. Mais qui est au cœur de la machine, c'est l'homme. Donc cet homme doit être mis au centre de la machine
tant sur le plan de sa moralisation, de son éthique, mais aussi sur le plan de sa valorisation, parce que n'oublions pas que c'est l'agent du fisc qui mobilise les ressources dont le pays a besoin, donc il faut le revaloriser pour mieux faire ce travail. Ensuite, comme priorité, je me suis dit qu'il faut améliorer les relations avec le milieu des contribuables, donc ce que j'ai appelé bâtir un partenariat franc et dynamique. Voilà les deux priorités. Alors, pour terminer, donc les recettes, parce que je sais que chaque fois que quelqu'un est nommé à ses responsabilités, ben, on raconte toujours que l'urgence, c'est de mobiliser des recettes. À mon humble avis, une fois que les deux priorités sont prises en charge, les recettes vont suivre. Ce n'est qu'une conséquence. C'est-à-dire l'agent du fisc et les milieux des affaires. Voilà, les deux vont dégager du recette. Oui, monsieur le directeur général, vous débarquez à la tête de cette grosse machine. Vous voulez mettre en exergue l'homme qui est au cœur de la mobilisation, mais cet homme a des stéréotypes qui lui collent à la peau. C'est un monsieur qui détourne les deniers publics, qui fait des redressements des complaisances, qui n'aime pas aller travailler à l'intérieur. Tout le monde veut travailler à Kinshasa. Qu'est-ce que vous faites pour essayer de discipliner cet homme-là, qui a des stéréotypes qui lui collent à la peau? Est-ce que vous manipulez dans une main la carotte et dans l'autre le bâton? Comment vous en sortez devant un cliché comme celui-là? Bon, merci pour la question, mais je crois que vous avez ramassé beaucoup d'aspects que peut-être que je voudrais aborder point par point. Parlons d'abord de la corruption, parce que finalement, je sais que quand on parle de la Direction générale des impôts, la première image, c'est la corruption. Mais disons d'abord que la corruption, ce n'est pas le fait seulement de la Direction générale des impôts, ce n'est pas non plus seulement le fait de la République démocratique du Congo. C'est un phénomène humain qui existe au Congo et ailleurs. Mais en ce qui concerne la Direction générale des impôts, disons que nous avons toute une stratégie. Parce que à de tels phénomènes, on ne peut pas amener des réponses spontanées. Il faut ce que j'appelle toujours une solution programmatique. Donc il faut mettre en place tout un programme. Le premier, en ce qui nous concerne, c'est d'abord de faire une photographie des ressources humaines pour savoir ce que nous avons comme force et faiblesse. Et c'est un exercice qui est en train d'être fait parce qu'il y a des inspecteurs de l'inspection des services au niveau de la Direction générale des impôts qui sont déployés au moment où je vous parle sur l'étendue du territoire national pour pouvoir dégager une photographie de ce que nous avons comme ressources humaines. Mais vous l'avez dit, vous savez, toute société sans sanction est appelée à disparaître. Donc autant il faut sanctionner négativement, il faut également le faire positivement. Et ça, on va le faire. Mais pour revenir au problème de la corruption, comme je vous l'ai dit, vous savez, le chef de l'État a donné une réponse d'une manière institutionnelle, en mettant en place un conseiller principal, un conseiller spécial, je pense, en matière de lutte contre la corruption. Je me suis toujours posé la question de savoir, parce qu'en réalité, si le président de la République voyait la corruption seulement au niveau de l'administration fiscale, mais on aurait dû créer une direction anticorruption au niveau de la DGI. Donc, c'est une question qui se passe au niveau national. Mais ça ne nous empêche pas de l'attaquer. Mais absolument pas. Je vous ai dit qu'il y a une réponse programmatique parce qu'il faut éviter justement de céder à la démagogie. Donc, il faut une réponse qui s'inscrit dans une programmation. Voilà. Oui, monsieur le directeur général, aussitôt arrivé, vous lancez une formation mise à niveau des 250 contrôleurs polyvalents, des inspecteurs polyvalents. Et vous savez très bien que, bien sûr, vous avez vraiment là montré que vous mettez l'homme au cœur de votre action, mais il y a aussi à côté de l'expertise que doit avoir cet homme, la motivation. Est-ce que vous avez pensé à ça, compte tenu de l'environnement actuel où on sait très bien que, bon, les recettes ne sont toujours pas au rendez-vous, pas par votre faute, les volumes d'importation ayant baissé. Est-ce que, en formant tous ces gens, vous avez prévu qu'il y ait une motivation qui va un peu les aider à se départir de ces stéréotypes auxquels je faisais allusion? Je vous ai donné une partie de la réponse au tout début parce que je dis que les droits et les procédures fiscales sont fondées sur des textes légaux. Donc il faut former l'homme pour une meilleure interprétation parce que quand vous dites que bon, parfois ils font des redressements fallacieux, c'est probablement parce que bon, ils n'ont pas une meilleure compréhension des dites lois. Donc il faut la mise à niveau, et ça c'est permanent, c'est dynamique dans toute organisation
d'entreprise ou de services. Maintenant, en ce qui concerne les motivations, vous savez, le gouvernement a déjà mis en place un mécanisme pour pouvoir, dans la mesure du possible, rétribuer les efforts des services au travers de ce que nous appelons les rétrocessions que le gouvernement, bien entendu, parce qu'il y a une quotité qui va aux investissements, il y a une partie qui va pour les primes, pour motiver. Mais encore une fois de plus, qu'est-ce qui doit être fait? Donc, c'est que mieux l'agent est formé, mieux il mobilise, et mieux il mobilise, mieux il sera traité. Vous êtes déjà dans le 100 jours presque de votre mandat et vous tombez sur le mois même où il faut absolument rencontrer la première fois l'IBP. Donc, c'est un impôt important, un impôt sur les bénéfices et les profits. C'est même la plus grande cagnotte qu'attend l'État cette année. Bien entendu. Alors, comment vous faites? D'abord, expliquez-nous c'est quoi, exactement c'est quoi c'est IBP pour les téléspectateurs. Et quand on est déjà d'une telle structure et qu'on doit aborder des contribuables qui sont eux-mêmes enseignés à la philosophie déclaratoire, ils doivent payer ce qu'ils déclarent. Donc, vous voyez, comment vous devez être un peu dans une certaine angoisse, quand même. Parce que le contribuable, lui, il doit déclarer. Et c'est ce qu'il déclare qu'il paye. Bon, vous attendez tout. Et le chef de l'État a dit dans son discours récemment qu'il nous faut une nouvelle fiscalité, il faut que les investissements viennent, il faut donc qu'on ne puisse pas trop faire pression sur les investisseurs. Dans le même ordre d'idées, tant que notre système fiscal sera écrasant, discriminatoire et truffé d'une parafiscalité lourde, le climat des affaires ne sera pas propice à l'investissement productif ni civisme fiscal. Aujourd'hui, nous avons pris la mesure du défi. Il nous faut agir sans plus attendre. Par ailleurs, les efforts de mobilisation de ressources internes seront poursuivis à travers la lutte sans concession contre la fraude douanière et fiscale, ainsi que la contrebande, grâce aux réformes fiscales nécessaires et grâce à l'implantation très prochaine au sein de nos régies financières de systèmes de gestion informatisés de contribuables fournis par une expertise appropriée. C'est ici le lieu pour moi d'insister sur l'impérieuse nécessité pour le gouvernement de la République, l'Assemblée nationale et le Sénat de prendre des dispositions utiles en vue de l'adoption dans le plus bref délai et pendant la session en cours d'une nouvelle loi sur la fiscalité. Comment vous abordez l'IBP? Bon, l'impôt sur le bénéfice et les profits est institué, comme je l'ai dit, parce que tous les droits mobilisés par la Direction générale des impôts sont institués par des lois. Et en ce qui concerne l'IBP, il est institué donc, par la loi 009 du 10 février 1969. Alors, il frappe quoi? Il frappe les bénéfices des entreprises commerciales, agricoles, artisanales, immobilières, mais aussi il frappe le profit généré par les personnes qui exercent des activités libérales. Maintenant, comment ça se fait? Parce que il faut structurer en ce qui concerne le niveau de volume d'affaires. Pour ce qui est des entreprises gérées par la Direction générale par la Direction des grandes entreprises, donc les entreprises qui font un chiffre d'affaires annuel de plus de 2 milliards de francs congolais, ça se fait donc au travers de 2 acomptes provisionnels, dont l'un est payé au mois de juillet, l'autre est payé au mois de novembre et au mois d'avril. Donc il y a une souscription qui est faite pour pouvoir payer le solde. Mais alors en ce qui concerne les 2 acomptes provisionnels, ils sont payés au cours de l'exercice qui génère le revenu. Comme pour l'année 2017, l'année qui nous concerne maintenant, il est question de payer les soldes sur les 2 premiers acomptes provisionnels payés en juillet et en novembre de l'année passée. Alors, comment ça se passe? C'est que pour ces grandes entreprises, donc, elles arrêtent les états financiers, qui sont certifiés évidemment par un commissaire aux comptes,
Et sur cette base-là, je vais répondre à votre question sur l'autoliquidation. Ces entreprises elles-mêmes, elles calculent donc les 35% en ce qui concerne les entreprises qui émargent du droit commun, 30% pour celles qui relèvent de droit minier. Et une fois les 30% ou le 35% calculés, elles déduisent les acomptes provisionnels payés en juillet, en novembre, auxquels je fais allusion. Et pour les soldes, donc elles vont payer au niveau d'une banque qui leur donne une attestation. Et ces entreprises, enfin, souscrivent sur base des formulaires dans leurs déclarations qui sont déposées alors au niveau du service gestionnaire en ce qui concerne les cas que je suis en train de dire. Donc, les entreprises gérées par la direction des grandes entreprises déposent au niveau de la DGE, accompagnées donc de l'attestation fiscale et des annexes prévues par la loi. Alors, en ce qui concerne les entreprises, évidemment, la procédure est un peu différente parce que ces entreprises calculent d'abord le chiffre d'affaires de l'exercice antérieur et payent le 60% de 1% ou de 2% selon les cas sur ces chiffres d'affaires-là. Et maintenant, lors de la déclaration de mois d'avril, vont payer le solde restant par rapport au calcul fait sur le chiffre d'affaires. Alors pour les micro-entreprises gérées par les centres d'impôt synthétique, c'est comme ça c'est dit, c'est un impôt synthétique forfaitaire de 50 000 francs congolais payés donc une fois lors de la déclaration du mois d'avril ici. Alors, vous avez évoqué une autre question, l'autoliquidation, parce que le système congolais, le système fiscal congolais, voulais-je dire, il est déclaratif, mais ce n'est pas l'apanage du Congo, beaucoup d'autres pays le font également. C'est vrai que ces systèmes supposent une présomption de sincérité, et je dirais, d'exactitude de déclarations faites par les entreprises. Mais évidemment, il y a ce qu'on appelle aussi le pendant de ces systèmes déclaratifs, qui est le contrôle fiscal. Donc, les entreprises, comme je l'ai dit, souscrivent et déposent avec tous les états financiers, le bilan, ce qui nous permet à nos services de pouvoir regarder ausculter pour savoir s'il y a des choses. Si la déclaration est exacte, si elle est exacte, tant mieux, il y en a qui sont souvent exactes, mais si ce n'est pas exact, donc on peut procéder à des redressements, ce qui fait partie aussi de procédures fiscales reconnues par la loi. Monsieur le directeur général, vous arrivez à la tête de la DGI au moment où il y a également des réformes importantes, notamment les droits au WADA, qui a fait même changer la date des souscriptions. Vous savez, l'IBP est une échéance très très importante. Au lieu de le faire fin mars, maintenant c'est fin avril. Quelle est la stratégie mise sur pied par vous? Parce qu'on surveille quand même le chiffre, on a vu que la courbe de recettes est en train de monter, d'évoluer positivement. Quelles sont vos attentes et surtout les stratégies que vous mettez sur pied pour que le recouvrement que vous allez faire, quand bien même si nous sommes dans un système de déclaration autoliquidative, donc vous avez les moyens de surveiller les paramètres, quelles sont vos attentes? Ça c'est le premier volet de ma question, et surtout la stratégie que vous mettez sur pied pour que tous ces gros contribuables, qui sont d'ailleurs habitués à cet exercice, ne puissent pas passer entre les mailles des filets. Bon, disons d'abord que l'une des stratégies, c'est ce que, je crois, vous m'avez offert le plateau pour que je puisse les inviter, justement les inviter à pouvoir souscrire à leur déclaration. Mais aussi, il faut dire que les services sont réellement mobilisés. Parce que, qu'est-ce qui se passe, c'est que, encore une fois de plus, conformément aux instructions du chef de l'État, quand il nous a nommés, donc les services qui sont à côté de lui nous ont communiqué ces instructions en ce qui concerne l'implication de la haute direction, en tout cas en ce qui concerne la direction générale des impôts, mais c'est aussi valable pour les deux autorités financières, en ce qui concerne le suivi de près particulier, donc avec les directions opérationnelles, les services. Et à ces sujets-là, je peux vous assurer que toutes les stratégies sont mises en place pour pouvoir être avec les services, descendre sur le terrain, les mobiliser, et pour pouvoir éviter justement ce type de dérapage-là. Et vos attentes, vous pensez que vous allez crever les assignations? Tout à l'heure, en commençant cette émission, vous disiez que bon, on ne vous juge qu'en fonction de cela. Parce que tout à l'heure, je disais qu'elle a malgré positivement. La morosité du climat. Vous êtes sûr que vous allez relever les défis? Mais en tout cas, je peux vous assurer que ça sera relevé, parce que je pense que si, parce que vous êtes deux spécialistes de suivi des questions économiques au niveau de la presse congolaise, mais je
Depuis que l'équipe est arrivée là, nous avons fait un travail, évidemment, avec l'ensemble du personnel de la DGI, ce qui fait qu'aujourd'hui, les recettes sont dans une phase réellement ascendante, je peux le dire. Il ne faut pas non plus dénier l'effort qui a été fourni par nos prédécesseurs, parce que, comme je l'ai dit, lorsque le ministère des Finances, en son temps, en 2010, avait lancé ce qu'on avait appelé le pacte de doublement de recettes, la Direction générale des impôts faisait des recettes en dessous de 100 milliards de francs congolais par mois. Mais à partir de ces pactes, disons que l'équipe précédente a pu relever la barre au-delà des 100 milliards. Et depuis lors, nous sommes toujours sur ça. Alors, pour revenir à l'IBP, je sais qu'en 2015, si ma mémoire est bonne, la Direction générale des impôts avait mobilisé autour de 680 milliards de francs congolais sur une recette, en fait, sur des recettes totales annuelles d'environ 1930 milliards. En 2016, ça s'est un peu baissé, mais vous comprenez bien parce que nous sommes arrimés sur une économie extravertie. Donc on est passé d'environ 600 milliards à autour de 400. Non, à autour de 300, je crois, 360 milliards. Mais cette année, nous comptons remonter la pente au niveau de environ 400 milliards. Donc effectivement, les attentes seront, je crois, au rendez-vous. Oui, parce que nous parlons de l'IBP. Et là, nous allons toucher les civismes fiscaux. Voilà. Et je suis même tenté de parler de l'incivisme fiscal, parce que beaucoup de nos compatriotes ne payent pas leurs impôts. Et ça relève de vous. Si vous parlez aujourd'hui, c'est pour permettre à ce que tout le monde, tous les contribuables puissent acquitter de leurs obligations fiscales. Et on vous voit, en arrivant, vous avez donné un mot d'ordre sur la rigueur, la ponctualité. Est-ce que cet effort de pouvoir remettre l'homme au travail va de pair avec la sensibilisation pour réhabiliter la culture fiscale qui fait défaut? Parce que quand je regarde le paramètre, nous avons plus de 75 millions d'habitants, mais moins de 500 000 personnes physiques et morales confondues sont en ordre avec les fiscs ou bien sont enregistrées au niveau des services du fisc. Qu'est-ce que vous faites? Quel est votre plan pour que ça ne soit pas seulement l'IBP, mais les autres impôts qui doivent être versés par des personnes physiques ou même des petites et moyennes entreprises soient collectés de manière responsable et reversés au trésor public? Ok, alors, encore une fois de plus, vous avez posé beaucoup de questions, mais je vais tenter d'y répondre. On n'a pas la chance de vous voir chaque jour, alors on en profite. J'en conviens. Non, je veux dire ceci, parce que vous avez dit que beaucoup ne payent pas. Il faut dire qu'il y en a qui payent, mais qui payent mal. Oui. Il y en a d'autres qui ne payent pratiquement pas du tout. C'est tout ça qui fait partie problème de civisme fiscal. Mais disons ceci, en ce qui concerne les contribuables qui relèvent de la direction des grandes entreprises, elles sont plus ou moins structurées, donc là, il n'y a pas de problème, y compris d'ailleurs aussi les entreprises moyennes. Le problème se situe au niveau de micro-entreprises, dont la plupart se trouvent dans ce qu'on appelle les secteurs informels, qui malheureusement échappent encore aujourd'hui au niveau du fisc. Mais il y a des stratégies qui sont mises en place pour que nous puissions endiguer ces problèmes de ces types de contribuables qui échappent pour payer l'impôt. Et comme élément phare de cette stratégie, nous sommes aujourd'hui en phase avec les régies provinciales pour pouvoir les capter. Parce que vous savez, la Direction générale des impôts a le monopole de pouvoir délivrer le l'identifiant unique fiscal. Oui, voilà. Alors cet identifiant, normalement, doit être requis au niveau des provinces, donc au niveau des régies financières des provinces, dans tous les services publics, dans tous les services publics pour pouvoir exercer. Alors là, nous sommes en train d'améliorer la collaboration avec les régies provinciales. On a déjà commencé avec la DGRK ici à Kinshasa, mais c'est en train de s'étendre donc vers d'autres provinces pour pouvoir le faire. Mais c'est quand même une question, comme vous y êtes quand même, et amenez vous-même, je pose la question. Chaque gouverneur crée une régie financière. Pourtant, nous avons la DGI. Alors, les lieux de démarcation sont où? À quel niveau? Qu'est-ce que la DGI ne peut pas faire parce que c'est déjà une matière qui relève de la province, alors que vous aviez tout le territoire national comme étant votre aire d'exécution? Comment vous avez fait pour trouver la... C'est ce que vous appelez vous-même collaboration? Non, disons que avec la décentralisation, la loi a bien imparti les impôts rétrocédés, donc qui sont aujourd'hui des compétences des provinces. Et c'est tout à fait normal que ces provinces puissent disposer des régies pour pouvoir les collecter, parce que ça ne peut pas se faire comme ça. Donc là, il n'y a pas de problème. Je répète seulement que, y compris pour ces régies financières provinciales,
elles ne peuvent opérer que sur base du numéro impôt unique qui est délivré par la Direction générale des impôts. Et donc ça, c'est un élément qui nous permet de pouvoir capter, y compris ces micro-entreprises qui sont mieux gérées au niveau provincial, parce que c'est des entreprises qui ont un fort taux de mouvement. Donc la difficulté des sédentarités fait on n'arrive pas à mettre la main sur eux facilement. Mais là, vous me rappelez encore une autre question, parce que vous avez évoqué le problème soulevé par le chef de l'État lors de son adresse lors du Congrès. Mais non, je veux dire que le système fiscal congolais, évidemment, il faut prendre les choses dans une approche holistique. Parce que c'est vrai que quand on parle du système fiscal congolais, le cœur de la machine, c'est la Direction générale des impôts qui a la locomotive. Mais il faut voir tous les autres aspects, c'est-à-dire qu'il y a un problème de multiplicité des taxes, parfois qui enveniment le climat des affaires, comme relevé dans le discours du chef de l'État. Vous vous souvenez que, je crois en 2009 ou en 2010, sur base des décisions, encore une fois de plus, du président de la République, il a été supprimé un certain nombre de taxes, 22, si ma mémoire est bonne, avec, comme on les a appelées, des taxes, disons, illicites ou sans contrepartie, parce que toute taxe doit avoir une contrepartie à la différence de l'impôt. Mais donc c'est pour dire que c'est une problématique qui doit être abordée de manière globale au niveau du gouvernement, c'est pas seulement au niveau de la Direction générale des impôts. Et ça envenime dès lors que les contrôles se succèdent et se superposent, aussi bien au niveau de la Direction générale des impôts, au niveau de la Direction générale des douanes et accises, mais aussi au niveau des directions de recettes provinciales. Et c'est là où le problème se pose. Donc c'est une problématique qui doit être abordée, bien entendu, comme le chef de l'État a donné un mot d'ordre au niveau du gouvernement. Vous avez dit dans vos priorités que vous aviez un deuxième axe, celui d'organiser de bons rapports avec les partenaires. Donc ça signifie, si je prends globalement la FEC, et là c'est l'occasion. C'est comme ça que je préférais parler du monde des contribuables, pour ne pas parler seulement de la FEC. Évidemment, il y a la FEC, Copemeco et les autres. Voilà. Évidemment, et ceux qui sont en train de naître, je suppose, à l'époque de cette émission. Mais le rapport avec la DGI, parce que quand vous dites que vous allez améliorer vos rapports, je les considère comme des rapports en contradiction. Vous voulez prendre, ils veulent retenir. Comment vous faites? Vous trouvez la jonction où? À quel moment la DGI peut être contente et la FEC contente? À quel moment? À quel moment? Quels sont les lieux de convergence? Non, mais bon, commençons d'abord. C'est une chirurgie du portefeuille. Comment vous faites? Bon, disons que l'impôt, de par sa nature, comme je l'ai dit, c'est une loi qui s'impose à tous. Donc, il doit être respecté en termes d'impôt. Cette loi doit être respectée. Mais le point d'équilibre, c'est que si nous avons une meilleure compréhension des textes de loi, de comment les déclarer, je crois que tout le monde se retrouve. Parce qu'aujourd'hui, j'ai toujours dit, vous voulez évoluer dans un système moderne, mais il faut payer l'impôt. Ces entreprises, si elles veulent disposer de ce qu'on appelle en économie des externalités positives, c'est-à-dire que si l'État doit faire des routes, si l'État doit construire des universités, pour pouvoir baisser leurs coûts en termes d'importation de la main-d'œuvre qualifiée d'ailleurs, mais ces entreprises doivent payer l'impôt. Parce qu'in fine, ça bénéficie à tout le monde. Si chacun de nous paye l'impôt, mais ça nous permet d'avoir une vie moderne, si on peut le dire. Donc le point de convergence, c'est que si nous avons la meilleure compréhension, le pays se développe. Voilà. Mais nous circulons beaucoup dans les tribunaux. Oui. On a rarement vu un procès contre quelqu'un qui n'a pas payé l'impôt. Est-ce qu'il y a une prison où il y en a quand même des gens aujourd'hui dans ce pays, ne pas payer l'impôt est perçu entre guillemets comme une faute mineure. Et pourtant c'est une faute grave. C'est extrêmement grave quand on ne contribue pas à l'effort national. Mais la justice, est-ce qu'elle vous accompagne? Est-ce que les gens qui sont de mauvais contribuables peuvent-ils être sanctionnés? Peuvent-ils même perdre leur liberté? Et ces choses, est-ce que c'est arrivé à quel niveau de la sanction? Bon, disons qu'il faut nuancer les choses. C'est vrai que nous sommes en partenariat avec la justice sur beaucoup de dossiers. Mais également, bon, il faut reconnaître qu'il y a certains dérapages qu'il faut également évoquer parce que vous savez, l'une des stratégies utilisées par les contribuables qui veulent échapper à l'impôt, c'est que si vous êtes en pleine discussion en phase administrative d'un contentieux ou du dossier, bon, il y en a qui veulent échapper en partant de la phase administrative pour aller à la phase juridictionnelle, de manière à suspendre le recouvrement
des droits dus au Trésor. Ils portent plainte et ils vous empêchent de... Voilà, mais nous sommes en train d'y travailler. Donc le gouvernement, en tout cas j'ai eu des discussions avec le ministre des Finances qui en parle avec les autorités compétentes au niveau de la justice. Et je crois que les jours à venir, ça va s'améliorer sensiblement. Nous allons rester sur l'IBP, surtout en ce qui concerne les rapports entre l'administration fiscale et les contribuables, ici entre guillemets les gros contribuables. Oui. Monsieur le directeur général, il y a des stéréotypes, je reviens une fois de plus sur les stéréotypes qui ont été liés à la maison. Une seule question. Une seule. Bon, qui font que, bien sûr, là, vous allez demander qu'on vous verse les soldes. Mais après le versement du solde de l'IBP, vous devez descendre sur le terrain. Bien entendu. Il y aura le contrôle sur pièce et puis les contrôles